Bon, eh ben, j'ai l'impression que ça a démarré. Bonjour à vous tous mes petits padawans, prêts pour ce rendez-vous quotidien d'une heure sur le golf. Peut-être qu'on peut dériver, mais prioritairement sur le golf. Laissez-moi quelques petites minutes, le temps que les gens arrivent, et de démarrer moi-même le live sur mon Facebook. Pam. Comme ça, je pourrais voir ce que je raconte. Voilà. Ok. Cliquez pour agrandir. Pam. Ça marche. Alors, eh bien, bonjour à Guillaume Brie, Benjamin Crochet, ça me rappelle Lolo Cochet, un motard un peu dingue. J'installe, laissez-moi encore quelques petites secondes pour installer. Hello mes petits padawans, ça y est, je suis installé, j'espère que vous m'entendez bien, je suppose que oui, j'en vois qui ricanent déjà. J'ai remis le peignoir d'usage, je vais démarrer direct par un mot pour mon pote Nicolas Moreau, qui n'appréciait pas du tout le peignoir. Eh ben écoute, c'est pour participer, c'est mon mode confinement, Nico. En hommage à l'ermite moderne, j'avais dit l'ermite panette, mais l'ermite moderne finalement. Bon, c'est des chaînes YouTube qui me font tenir pendant le confinement. J'ai fermé les rideaux aujourd'hui, je ne sais pas si vous préférez, on m'a dit que ça faisait des problèmes dès que je bougeais les bras, alors tout de suite, je vous fais un petit pas de danse, est-ce que la lumière change, est-ce que vous préférez comme ça? On verra bien. Les sujets du jour, eh ben Philippe est là, mais il y a quelques fans, oh c'est super, on fait plaisir. Charles-Henri aussi, bonjour, Sadri Costa, ah là là, Sadri, c'était pour toi la dédicace de la balle. Hello Eric, salut Eric. Guillaume Sauzé là, alors Guillaume, message pour toi Guillaume, si on peut le faire, malheureusement le confinement est arrivé, on n'a pas pu le proposer, mais Guillaume, c'est le distributeur notamment des Flightscope et le Flightscope Mevo Plus, je crois. Donc on devait le tester. Attends, il y en a un qui me fait bugger, c'est Igor. Igor, Opi, hello à toi. Il me demandait en live, est-ce qu'on peut voir le truc? Ben normalement, vous allez sur mon Facebook et puis tant pis, si tu le vois pas là tout de suite en direct, c'est moins bien évidemment, mais je referai un live, enfin pardon, je upload ça sur mon YouTube, sur Rina Golf, comme ça vous avez accès à la vidéo quand vous le souhaitez. Je cogite beaucoup d'ailleurs pour faire aussi des lives YouTube, peut-être que je l'ai déjà dit. On va voir ça, si j'ai cogité assez, peut-être que la semaine prochaine, les quotidiennes Rina Golf vont se faire directement sur YouTube, histoire qu'on chauffe bien tout le monde via le Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Il y a plein d'autres vidéos, hein, celles que j'avais faites notamment avec Ma, que j'ai essayé de rassembler là, qui sont toujours super. Merci pour les cœurs. Celles que j'ai faites même avant, quand j'étais à Rony aussi, que j'adorais, avec Bruno et Gianni. Excellent les gars. Ah, mes sponsors boissons aujourd'hui. On va faire un petit peu retour au classique. Une petite 100p à température ambiante. Et j'ai dit retour au classique. Donc je l'ai là évidemment. Le petit coca bouteille. Je vais essayer de l'ouvrir devant vous au relève pitch. Je me suis pas du tout entraîné. J'avais pas envie de gâcher mes munitions de coca. C'est dur à avoir. Hein. Alors j'espère que je suis dans le champ. Hein. Coca ouvert, relève pitch en main. Ça marche. C'est vraiment génial un relève pitch. Faut tout le temps l'avoir dans la poche, les petits padawan, tout le temps. Ok. Allez, j'ai ma petite rasade de coca. Mon relève pitch à portée de main, mon ordi est prêt. Je vais pouvoir vous balancer le programme du jour, parce qu'il faut aussi que je pense évidemment à ceux qui ne seront pas en live, ceux qui vont regarder en preview, je ne sais pas comment on dit ça exactement, enfin ceux qui vont regarder en rediff la vidéo. Il faut que je leur annonce assez vite le menu. Comme ça, on va les tenir, parce que vous, c'est bon, vous êtes tués, là, je vous tiens déjà. Donc, on va toujours procéder par 3 phases hein, dans ces journées, jusqu'à ce que je trouve une meilleure formule. Si vous avez de meilleures formules, proposées. Toujours une petite aparté. Ah, j'ai plein d'apartés, fait chier, là. Si vous souhaitez me poser des questions, comme je vais plutôt me concentrer sur ce que j'ai à dire, et j'ai noté les questions de la veille, taguez-moi dans vos questions, comme ça je peux les retrouver plus facilement. Donc vous tapez Rina Rajao Narisata, Rajaonarisata,
C'est mieux, hein, Rina Golf. Je cogite aussi pour un vrai Facebook Rina Golf. Merci encore pour les cœurs, je les vois passer. Donc, on va se faire 30 minutes où je vais répondre aux questions de la veille que j'ai sélectionnées. Suivi, alors 30 minutes maximum, suivi de 15 minutes sur le sujet du jour. Donc voilà, j'ai mis un titre logiquement. La stratégie, on en parle. Et enfin 15 minutes en mode roue libre où je vais peut-être rebondir sur vos questions ou finaliser. Enfin bref, j'aurai 15 minutes un peu de roue libre avant de vous dire au revoir et de passer ma soirée à préparer la suivante. Donc voilà un petit peu le menu du jour. On va rester sur ce même menu. Tiens, je vais profiter quelques coucous. Donc Guillaume, logiquement, je reviens sur Guillaume Sauzé, qui est distributeur des Flightscope notamment et le Mevo Plus, qui devait m'en passer un pour qu'on fasse une vidéo avec Thomas pour faire un espèce d'essai un peu, toujours un peu déjanté, hein, d'où le peignoir, Monsieur Nicolas Moreau. Faut que je reste déjanté, c'est ma ligne de conduite. Il faut changer l'image du golf. Et donc, on devait vous proposer cet essai. J'espère que ça se fera quand même à la fin du confinement. Mais voilà, vous dire un peu ce que j'en pense de ce genre d'outils et peut-être aller un peu plus loin ou différemment un peu au-delà du test pur. Qu'est-ce que ça a dans le ventre comme outil? C'est surtout qu'est-ce qu'on peut en faire. Moi en tant que pro et peut-être vous en tant qu'amateur, quoi qu'il y ait peut-être des pros qui nous regardent. Hein. Donc tiens, je vais faire une petite série de coucou avant de démarrer. Alors Ludovic Barque, bonjour Rina. Alors c'est quoi le sujet aujourd'hui? Ah, le sujet aujourd'hui. Ah, il est chaud, il est chaud. Je me demande si j'ai pas retenu une de ces questions peut-être. On verra bien. Alors le sujet du jour, je vous le balance tout de suite. Alors je l'ai tiré de Pierre-Antoine, qui est le gérant de J-Swing à Chambly, où on avait déjà fait une vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder encore, vous en faire baver. Comme ça, dès que ça ouvre, et ben on fonce. On nous voit avec Thomas faire une série de drives sentis. Pour le petit Padawan, toujours drive senti à l'entraînement, évidemment. Donc, le thème du jour, stratégie. Voilà, la stratégie au golf. On va essayer de développer un petit peu ça, mais ça, j'aurai 15 minutes pour le faire. Et j'ai mis entre parenthèses, parce que c'est dans la question de Pierre, il a mis de la roulette, stratégie de la roulette. Donc là, je vois deux choses là, les coups roulés et puis la stratégie, puis on va essayer de mixer ça. Donc voilà le sujet du jour, avant qu'on démarre les questions. Coucou Josie, oh là là, j'ai toute mon équipe de Ronnie qui est toujours là au taquet, les fidèles. Oh là là. Ce que j'adore, c'est que maintenant, il y en a beaucoup qui sont éparpillés dans beaucoup de golf. N'oubliez pas d'ailleurs hein, les signatures, peu importe où vous êtes dans vos golfs. Comment repérer les élèves que j'ai déjà eu en main. Logiquement, à l'échauffement, bah, ils vont le faire avec deux clubs, hein, ou souvenez-vous le petit 10-10 mais Padawan. Quoi d'autre? Eh ben, ils ont le relève pitch tout le temps dans la poche. Et pour les plus agiles, et d'ailleurs pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui n'y arrivent pas encore, lancez votre relève pitch, là, vous le prenez, vous le faites pas tournicoter. On refera peut-être un tuto Thomas si tu es là, mais je crois qu'il est là aujourd'hui là-dessus. Mais je vous expliquerai comment on fait pour réussir le lancer de relève pitch. Mais évidemment, si vous tombez sur quelqu'un qui lance son relève pitch, vous savez que ça, c'est signature claire et nette. Hein. Pareil, le drive senti au practice. Donc, continuez à propager, à ce que les autres golfeurs se posent des questions. Qui d'autre? Jean-Claude, hello Jean-Claude Catan qui est là. Romy, attends, oh là là, un ancien élève de Ronnie, mais il y a vachement beaucoup d'élèves, enfin énormément d'élèves de Ronnie. Olivier Notagliacomo, bienvenue à toi. Christian Glaze, des habitués. PY, Legrde, Charles Dubois, ouh là, tout ça, ça participe. Eh ben écoutez, il y a pas mal de monde. On va pouvoir démarrer. Alors, les questions que j'ai sélectionnées. Ça y est, il est 14h08 à ma montre du four qui sera l'horloge officielle pour notre compétition. Je vais pouvoir démarrer les petites questions live à poser pour le J3. Ma fiche aujourd'hui est un petit peu plus longue qu'hier, donc on va voir si je casse tout ça en 30 minutes. Ah d'ailleurs, non, tant pis pour ces apartés. Vous partagez évidemment tout de suite ce live de partout. Hein. Je vais voir si je peux faire un partage là. Golfeur de France, pop. Partager dans un groupe. Partager dans une story. Partager public maintenant. Allez, je partage public maintenant. Je sais pas si ça a changé grand chose. Mon ordi souffle beaucoup, c'est bizarre.
il n'aime pas trop. Allez, on y va donc pour les questions du jour. Question numéro 1 donc j'ai retenu, c'est celle d'Éric Jantet. Alors Éric, bienvenue à toi, je découvre Éric, qui est mon directeur dans la vie de tous les jours, mais en confinement, eh ben il est comme nous, il est un petit peu coincé. Pourquoi tu aimes transmettre? Alors j'entends donc par pourquoi j'aime transmettre, c'est la question. L'enseignement de golf, je dirais que d'abord le golf c'est une passion pour moi. Et transmettre sa passion, c'est juste comme ça, vu comment j'ai dit, ça résume presque tout. Hein. C'est-à-dire que avoir ce plaisir que des gens viennent te voir et découvrent le golf, alors ça c'est un des plaisirs que j'ai en fait quand j'ai des joueurs en découverte. Donc c'est des gens qui n'y connaissent rien au golf, qui ont sûrement des idées reçues, qui peuvent varier, hein, s'ils sont issus d'une famille de golfeurs et ils ont déjà peut-être une idée un peu plus précise, ou alors complètement novice, je passe par là, ou c'est un pote qui m'a dit vas-y va essayer. Donc à ce moment-là, t'as un plaisir, j'ai un plaisir énorme à essayer un petit peu de contrecarrer. Je suis un peu en match, hein, les idées reçues contre le golf en réalité. Ce qui fait que ça m'oblige à maquiller le golf aussi, hein, parce que dans une découverte golf, j'essaye de montrer que le côté positif du golf. Tout le côté négatif, je vais le garder. Alors, côté négatif, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise chose, hein, mais je vais le planquer au maximum dans une découverte golf. Donc ça, c'est déjà tout un plaisir en fonction, tu vois, de rebondir sur leurs questions, ou t'en as qui veulent se faire mal, en fait, qui veulent déjà se brûler avec le golf, tu vois, vu leurs questions. Et moi, j'essaie de gentiment contourner ça pour leur montrer, bon, c'est pas grave, tu vois, qu'est-ce qui t'empêche de te faire plaisir? Ça, je réponds à ça, le reste, c'est pas tout de suite. Donc, tu as déjà ce premier plaisir dans la transmission de la passion, voilà. Toujours dans l'idée de plaisir, de ce que j'aime transmettre. Tu as après, typiquement, le cours indiv, que ça soit un mec qui est 35, un mec qui est 4, c'est-à-dire peu importe le niveau du joueur, mais si tu lui changes un peu sa vision donc, du golf, et vous pouvez revoir toujours la vidéo que j'avais fait avec Ma, comment devenir prof de golf, j'en parle déjà à ce moment-là, quand tu lui changes 2-3 trucs, ça marche, il comprend mieux, c'est hyper gratifiant. Et c'est pas de transmettre une passion, le mec, la personne en face, elle est déjà complètement passionnée, c'est débloquer plutôt la personne. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément plaisir. Après, tu as encore, je pourrais aller comme ça, hein, tout selon le type de public. Je vais en prendre un autre, par exemple, à l'école de golf et le baby golf. Et tant pis, moi je balance, Eric, je suis pas aujourd'hui, je ne suis pas ton employé, je suis Rina Golf et non pas Rina Rajaonarisata. Mais quand j'avais parlé à mon arrivée à Champigny de créer un baby golf, j'ai dit mais pourquoi il n'y a pas de baby golf? Et ça m'a surpris la réponse d'Eric. Et dans la seconde, je dis mais purée, il a raison. Hello Erwan. Hello Nabil, hello Steve, oh là là, Jean, tout le monde est là, magnifique. Et donc, il me dit, écoute, j'avais pas envie d'imposer le baby golf à un prof de golf. Et c'est vrai que là, ça m'a fait tiquer. J'ai dit, ah bah tiens, merde, je l'avais jamais vu de ce point de vue-là. Donc, vraiment, là-dessus, Eric m'avait choqué en me disant, bah oui, c'est vrai que si c'est quelque chose qui me saoule, ça peut être terrible, le baby golf. Et là, je réponds, bah non, mais moi j'ai envie de faire du baby golf. Donc il me dit, bon, bah ok, puis on lance le baby golf. Donc là, il y a une autre notion de plaisir dans la transmission que j'adore avec le baby golf, c'est... j'ai des petits de 4 à 6 ans qui comprennent rien à ce plaisir que je qualifiais tout à l'heure dans le golf un peu de points négatifs, c'est-à-dire la difficulté de ce sport, les enjeux, le combat contre soi-même, le mental, la stratégie. Donc ils ne voient pas ça, ils ont 4 ans, les petits. Et à ce moment-là, ma mission, c'est quand même, via le côté que le plaisir au golf, les emmener à aimer ça. Et je pense qu'à leur âge, je pense pas qu'ils aiment le golf encore. Là, je vous le dis direct, au baby golf, je fais pas encore vraiment de golf. J'essaie juste de les amuser sur un lieu qu'on appelle golf. Donc c'est les parents qui disent on va au golf. Mais en fait, je profite d'un super parc hyper bien tondu pour les amuser pendant 1 heure et les faire revenir toutes les semaines. Et parfois l'hiver, il fait pas beau et ils reviennent. Hein. C'est vraiment un des cours où vraiment, moi, ça m'a surpris
surpris, ça me surprend encore, bien que j'ai bien vu que ça pouvait marcher, mais de voir qu'ils sont parmi les élèves les plus réguliers. C'est-à-dire qu'il y a rarement des absents. Et tu vois, là, leur faire venir, les faire venir au golf et qu'ils se marrent, bah, c'est une super victoire pour moi, c'est un vrai plaisir, c'est encore une forme de transmission de passion. Donc voilà vraiment pourquoi j'aime transmettre, parce que c'est un retour, hein. Donc plus je vois de golfeurs partir partout, il y en a que j'ai eu dans des petits golfs qui sont dans des super beaux golfs, plus je suis heureux en tant que prof de golf, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. On pourra toujours évidemment développer un peu plus ces questions. N'oubliez pas, si vous avez des questions à me poser, de me taguer sur la question pour que je puisse facilement les retrouver. Michel Delbos, ah ben ça c'est un pro, ça aussi, bienvenue à vous les pros, je suis sous pression. Et on va passer à la question numéro 2, question de Cyril NZ, je ne sais pas si c'est lui qui m'avait posé la question tout à l'heure. Prends-tu autant de plaisir depuis que tu es pro par rapport à ton époque amateur? Alors, je vais pas encore m'étaler, mais ce que j'ai répondu à Eric tout à l'heure, bah voilà de mon plaisir en tant que pro. Plus ce que j'avais dit la veille, bah, je peux jouer presque tous les golfs. Je vais pas dire gratuit, je vais dire en tant qu'invité. Et je me plais notamment à prendre des voiturettes, à venir dépenser un petit peu toujours dans les golfs et à essayer de déjeuner si possible. Maintenant, je vais répondre quel était mon plaisir quand j'étais amateur. Donc à ta question, Cyril NZ. Quand j'étais amateur, c'était carrément autre chose. C'est-à-dire que je jouais en équipe. Donc ça, c'est une forme d'amateurisme déjà un peu particulière. C'est-à-dire que je suis joueur d'équipe, donc je représentais mon club, notamment à Montgriffon ou à Blaise, hein. C'est les deux clubs que j'ai fait en tant que joueur, joueur d'équipe, pardon. Et quand tu es joueur d'équipe, d'abord tous les week-ends, tu as des matchs. En hiver, notamment, on a purement les matchs d'équipe, c'est-à-dire que là on envoie 6 ou 10 de nos joueurs contre 10 autres joueurs d'un autre golf en région, donc tu as les championnats département, on se battait contre les golfs du département. Notre ennemi juré à l'époque quand j'étais à Montgriffon, t'avais merde, déjà un pote qui était de Montgriffon qui est prof là-bas, Alexandre Caracha, c'était là. Mais Alexandre maintenant est pro à mince, le nom m'échappe, ça me reviendra. Mais un golf juste à côté, pas Gadancourt, pardon. Un golf juste à côté de Montgriffon, donc c'était vraiment nos ennemis jurés à l'époque. Et donc, si tu étais bon dans ton club, t'allais jusqu'au championnat de France. Notamment Bussy était champion de France. Donc ces années où j'étais joueur d'équipe, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, où on partait, des fois on se levait, j'exagère à peine, mais à 5h30 parce qu'on avait rendez-vous à 8h, un golf notamment à Gadancourt, au mois de décembre, donc je vous laisse imaginer le tableau, mais j'y retournerai à Gadancourt. Mais à l'époque, c'était pas de top souvenirs au début, hein, tu jouais. C'est-à-dire que tu jouais pas pour toi, tu jouais pour ton équipe, donc ça c'était déjà incroyable. Dès que tu finissais, tu allais voir des potes qui étaient qui étaient au 9e trou, au 10e trou pour les quadayer. Donc c'était vraiment la vie peut-être ce que vivent des gens qui sont en équipe de France, que ce soit en foot ou autre, sauf que là c'était juste club, donc ça c'était vraiment énormément de plaisir. Ensuite, pendant la belle saison, et ben là on était plutôt, on représentait notre club en faisant des grands prix, donc on avait des grands prix tous les week-ends, donc on se déplaçait finalement en équipe, hein, donc les mêmes joueurs qu'on avait en équipe, ceux qui étaient remplaçants cet hiver, venaient faire les grands prix, et c'est là que se jouait notre sélection, c'est-à-dire que les meilleurs dans l'année en faisant des grands prix étaient sélectionnés l'hiver pour représenter le club dans les différents championnats interclubs. Donc tu vois, tout ça, ce sont vraiment des plaisirs qui me manquent, même les compètes du dimanche, parce que en fait, quand j'étais joueur d'équipe, j'en faisais quasiment plus des compètes club, parce que soit j'étais en match d'équipe l'hiver, à me balader d'un autre golf, on accueillait parfois des matchs, mais en fait en hiver, c'est plutôt d'autres équipes qui faisaient les matchs chez nous, donc on jouait jamais chez nous. Et en Grand Prix, pareil, j'étais en vadrouille partout, il y avait que quelques compètes où c'était un devoir pour nous, joueurs d'équipe, parce qu'on était globalement un peu sponsorisé par l'association des golfs où j'étais membre à ce moment-là, de faire quelques compètes, la Coupe du Président, quelques compètes pour remercier les membres. On avait même souvent une compète équipe première, c'est-à-dire que cette compète, tous les joueurs d'équipe première jouaient avec tous les amateurs, on mélangeait les équipes, et l'argent que récoltait l'AS sur cette compète était entièrement dédié à nous emmener, payer nos déplacements quand on avait des matchs en hiver notamment.
Donc tu vois, Cyril, bah oui, tout ça, ça me manque grave. Donc je conseille toujours à ceux qui se disent tiens j'aimerais bien être enseignant ou machin, essayez de faire vraiment une, deux, trois, un maximum de saisons amateurs, notamment en étant joueur d'équipe et en faisant des grands prix, parce qu'une fois que vous serez enseignant, bah c'est quasiment mort tout ça, hein. À part les pro-am ou faire les compètes PGA, c'est un peu terminé. Voilà pour la question 2 de Cyril. Waouh, 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 il est déjà 14h19, je n'ai fait que 2 questions. Est-ce que pour l'instant tout va bien, mes petits padawans? Vous arrivez à suivre? Je suis pas trop rapide. Je vais me détendre avec une petite gorgée de coca. Ah, d'ailleurs, il faudra m'indiquer dans vos commentaires, Rina Talasso, Cyril. Oui, c'est un peu ça, on va surprendre les gens hein, qui s'attendent pas à avoir un prof de golf avec cette dégaine. Encore une fois, ce n'est pas Rina Rajaнаrisata dont vous avez affaire. Vous avez affaire aujourd'hui à Rina Golf, qui est mon personnage, je sais pas, justicier, qui essaye de changer un peu l'image du golf, un petit peu de renouveau dedans. Hello Marco, oh là là, ça serait un bon moment pour faire des pokis là, hein. Alors allez, je passe à la question suivante. Tiens, on va la torcher assez vite fait celle-là. C'est moi-même qui voulais rajouter un petit truc par rapport à hier. Pourquoi pas l'Open de France, les qualifs? C'est quelque chose qui me trotte évidemment, parce que pour faire l'Open de France, comme je disais, t'arrives pas et dis bah je fais l'Open de France, je suis prof, c'est parti, c'est la fête. Non, il faut faire des tas de qualifs. Mais pourquoi pas, si à un moment je trouve le temps, machin, d'ailleurs je cherche des gens qui me cadèillent, ça pourrait être marrant si on était vraiment nombreux d'aller faire un vlog Open Qualif Open de France, quoi. Donc on y va avec Thomas qui filme, et on surprendrait peut-être d'autres pros, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un groupe de spectateurs qui me suit et à faire des horreurs, tu vois, je pourrais ramener, si je te ramène un 90 ce jour-là, avec tout le monde qui me suit, tu vois. Et surtout, ce que j'adorerais, c'est qu'on fasse un vrai vlog où les bruitages sont en réel. C'est-à-dire que bah, si je te fais une merde qu'on vous entende faire ouh, si je fais un coup magique, on sait jamais, qu'on vous entende applaudir. Enfin bref, c'est un truc que j'adorerais lancer. Peut-être si on fait le vlog avec plusieurs vlogueurs, ça serait génial. À ce moment-là, on est sûr d'avoir un peu plus de public, hein, si tous les abonnés des différentes chaînes essaient de venir voir. Enfin bon, hey, hello de Dev est là. Attention au bois 2, mes petits padawans, on va prendre cher avec son bois 2. Donc voilà la petite parenthèse qualif Open de France. Je passe à la question suivante. Alors, celle de Steve Gracian. Alors, Steve, hello à toi. La question de Steve, mon meilleur souvenir d'enseignant. Question difficile, j'en ai énormément. Il y en a qui me remontent parce que quelque chose me rappelle ce souvenir et je l'avais oublié. Heureusement d'ailleurs, en tant qu'enseignant, j'ai souvent de très bons nouveaux souvenirs. D'abord, allez, je vais essayer de t'en citer quelques-unes quand même là. Vraiment mon tout premier souvenir d'enseignant, et je n'étais pas en fait prof encore à ce moment-là, j'ai aidé un de mes profs de capitaine d'équipe et prof de sport dans les écoles à Paris, qui avait monté donc une section golf pour faire découvrir le golf à différentes écoles. Didier Le Bihan, big up à toi Didier. Vous avez beaucoup soutenu dans tous ces matchs d'hiver. Vous imaginez pas le nombre d'appels qu'il a fait pour être sûr qu'on soit à l'heure sur le bon golf. Donc je file un coup de main parce que j'étais un bon joueur du club et qu'à ce moment-là je cogitais à vouloir être joueur de golf professionnel. Donc je m'étais fait entraînement tous les jours, 7 jours sur 7, genre année sabbatique 100% golf, hein. Et il me dit j'ai besoin d'un petit coup de main à la mairie de Paris, machin, bon. Et je file un coup de main. Et les petits jeunes, pas forcément des bons bahuts de Paris, hein, qui étaient moins cotés, un petit jeune qui était à sa deuxième séance vient me voir, il me dit ouais Rina, j'ai mis le gant de Tiger Woods. Et il avait, il me semble que j'ai déjà raconté une fois, mais je vous la raconte celle-là, elle m'a vraiment marqué, c'est ce qui m'a fait basculer. Il avait les petites mitaines coupées et me montre son gant qu'il avait mis main droite alors qu'il est droitier. Donc évidemment, je lui dis tout de suite, ah bah c'est de l'autre côté si tu veux faire golf. Voilà, un petit paf comme ça, un petit pour repérer les non-golfeurs dans les clips où ils font golf. Et là, cette petite lueur et le petit qui commence à aimer le golf, bah, ça m'a fait basculer. Donc ça, c'est vraiment clairement un de mes super souvenirs. Plus récemment,
Je parlais tout à l'heure à la question d'Eric du baby golf. J'ai une petite au baby golf que je vais surnommer ma petite G, secret professionnel oblige, c'est sa deuxième année de baby golf. Et à la fin de sa première année, non, cette année c'était sa deuxième, je crois, ou peut-être même troisième, mais à la fin de sa première année, elle n'a toujours pas voulu taper une balle. Elle était là à tous les cours, ma petite G. Elle veut pas taper une balle. Elle m'embête pas du tout pendant le cours, donc moi je l'embête pas du tout, j'essaie de discuter, machin. Puis bon, elle discute de plus en plus quand même avec moi, et je suis content. Et d'ailleurs au début ça a été très dur, parce que dès que les parents étaient à plus de 3 mètres direct, elle pleurait. Et puis finalement, bon, bah, elle accepte de venir avec moi. Donc là vraiment, ma petite Jay est très très timide, très renfermée, et moi, c'est toujours ma règle, hein, j'oblige jamais au golf. Tant qu'on m'embête pas, je suis pas là pour embêter. Et quasiment les derniers cours. Et il y avait un cours d'ailleurs où, comme ils étaient très peu nombreux vu le temps, j'ai dit direct aux parents, bah, écoutez, vous allez, c'est simple, si j'ai que deux petits là en cours, je crois pas que j'ai le droit de les prendre. Donc vous allez venir faire le cours, on va faire un cours par enfant. Donc les deux parents sont venus, un peu surpris, tac, je leur file les clubs, le même club que les petits. Et là, eh ben, ma petite Jay, elle veut bien taper des balles. Pff, incroyable. Et donc, bah, j'ai été patient pendant 1 an. Et au moment, elle a bien voulu prendre le club. Et alors là, coup de bol, j'aurais sûrement eu le même plaisir que son père soit pas là ou qu'il soit là. Hein, mais elle essaie de taper des balles, elle fait ses petits mouvements. Et je vois en plus que elle écoute ce que je dis quand même, que ce que je donne comme conseil parce qu'elle fait gaffe tout de suite à sa manière de prendre le club, un petit peu à sa position, enfin des petits trucs comme ça que je leur rappelle sans arrêt. Et ça vraiment, Steve, c'était un truc qui m'avait... voilà, j'ai 1 an à attendre et veut bien taper. Et elle est toujours là, ma petite G, toujours motivée. S'il y en a dans le lot qui souhaitent un jour être prof, il faut être hyper patient. Vraiment, c'est mon petit secret que je vous partage comme ça au baby golf. Partager une passion, il faut qu'ils aient que le côté positif. Donc, s'ils veulent pas taper, ils tapent pas. Puis, des fois, s'ils veulent sortir une console, ils sortent une Game Boy, sors la Game Boy. Il fait beau, assieds-toi, je te sécurise, tu embêtes personne, je continue à faire mon cours. Et puis ça passe. Donc, vraiment, ça, c'est un des trucs oh là, ça m'a redonné de la pêche pour un bon moment, je vous le dis ça, mes petits padawans, hein, ma petite J là, comme ça que j'ai réussi. Bon, là, cette année, elle veut pas spécialement taper, mais elle discute toujours, elle me montre son petit truc. Tiens, j'ai un téléphone portable, elle m'a montré ça, un petit téléphone portable en plastique. Mais écoutez, bah, elle vient, je pense que pour elle, si c'est seulement à 30 ans qu'elle décide de se remettre au golf, je me dis c'est peut-être grâce à la petite graine qu'on a essayé comme ça de lui transmettre pendant ces années de baby golf. Voilà pour Steve, j'en aurai peut-être d'autres qui viendront. On va passer à la question suivante, au purée il me reste plus que 2 minutes là. Alors Michel Sudre, alors modifier ses clubs à la meule, c'est légal ou pas? Tu parles beaucoup sur les parcours. Euh, Alors, modifier ces clubs à la meule, je te dirais oui et non. C'est-à-dire que non, c'est pas légal puisque les clubs sont homologués pour certaines propriétés. Alors, je crois que les règles tolèrent, je suis pas allé vérifier, désolé, hein, mais tolèrent l'usure normale d'un club. Mais modifier à la meule, bah, c'est une tentative de triche. Donc, potentiellement, tu as un club non homologué. Je miserais ça. C'est comme si tu jouais avec 14 clubs, pas avec 15 clubs, pardon. Donc, à mon avis, ça va te faire 2 points de pénalité par trou joué avec ce club que tu as meulé, avec un maximum de 4 points. Donc, si je suis en compète avec toi, je te parlerai de ton club meulé après ton premier coup du trou 2. Cela dit, quand je dis oui, c'est que tu peux le meuler. Alors attention à chaque inconvénient. C'est-à-dire que si tu te crées des avantages, c'est que ça va créer des inconvénients derrière. Si tu te fais par exemple le club le plus tranchant du monde, bah, tu vas voir que tu vas enlever des sacrés scallops et ta balle va pas avancer à la moindre erreur d'impact. Donc finalement, il te sera pénalisant ce club. Crois-moi bien que les fabricants de clubs, que ce soit des wedges ou des drivers,
Ils sont tous au taquet, au maximum de ce qui est légal pour te rendre performant dans ton jeu. Sinon, ils n'arriveraient pas à vendre leur club. Mais de toute façon, personne ne pourra vérifier. Donc, je dirais que, enfin, il y a très peu de joueurs qui vont capter que tu as meulé ton club ou autre. Hein. Il y a quelques gars qui surveillent les clubs des autres au départ. Mais donc, logiquement, non. Alors, est-ce que tu parles beaucoup sur les parcours? Ta deuxième question rapide, oui et non aussi. Ça dépend. Si tu es en cours, en parcours coaché et que j'ai des choses à te dire, oui. C'est aussi pour ça que je joue toujours dans mes parcours coachés. Parce que j'ai pas envie tout le temps d'harceler le joueur de consigne à chaque coup. Il faut qu'il puisse jouer au golf. Le but, c'est pas qu'il soit à l'entraînement. Ça, je pense, c'est un très bon sujet de live à faire. Qu'est-ce que c'est que s'entraîner? Qu'est-ce que c'est que jouer au golf? Parce qu'il y a énormément de golfeurs mélangent les deux. Je suis tout à fait capable de me faire 18 trous sans dire un mot. Ça aurait pu m'arriver, mais heureusement que j'étais avec de Dove à cette époque-là. On faisait un grand prix. Je vais le mettre entre parenthèses et si ça vous intéresse cette anecdote, vous me le reprécisez dans vos commentaires, mais on faisait un grand prix avec Dedeuve, on était déjà pro, et un troisième pro joue avec nous, je tairai le nom de ce troisième pro, et bah avec Dedeuve, on a passé les 18 trous quasiment à pas lui aligner un mot au bout d'un moment, allez on va dire au bout de 3 trous, on lui a plus rien dit à ce troisième pro, anecdote vraiment marrante, bah vous me direz si je vous la raconte, et puis vous me mettez sur la piste, hein. Dedeuve tu me mettras sur la piste, c'était un grand prix, Dedeuve, moi-même et un certain monsieur R, je crois. Et c'était pas moi le troisième, évidemment, je jouais dans la partie. Donc, bah, il m'arrive de pas dire un mot si j'ai besoin. Enfin, j'arrive à jouer mon jeu quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça, de toute façon, la règle. Voilà pour Michel. Alors, Mariella Darcy. La question, elle est costaud. Je vais la lire quand même. Élément essentiel pour gagner en longueur. Donc si tu veux taper plus loin, Mariella, évidemment, il faudrait que tu ailles voir ton pro, hein, et puis il te dira comment le gagner, tout ça. Mais les deux éléments prioritaires vraiment de la distance, c'est la vitesse de club au moment de l'impact, suivi ou à égalité avec la qualité d'impact. Je ne vais pas mettre de préférence là-dessus, il me faut au minimum les deux. Il y a d'autres facteurs qui gravitent autour, hein, comme le loft dynamique, enfin tout un tas de paramètres. On aura l'occasion de voir un peu, peut-être de rentrer gentiment dans la technique, notamment quand j'aurai des FlexCup Mevo Plus à l'essai. Dédicace pour toi, Guigui. Donc, voilà les deux paramètres clés. Ce que je peux te dire aussi, par contre, en parallèle, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin, par exemple, de souplesse. Il n'y a absolument pas besoin de force, de puissance, de poids, tous ces trucs où tu te dis, bah, c'est à cause de ça peut-être que je ne peux pas taper loin. Eh ben, je te l'annonce direct ici en live sur Facebook. Eh ben, je pense qu'on peut faire en enlevant tout ça. Je ne suis pas quelqu'un de souple. Alors, Dedeuve, par exemple, tape beaucoup plus loin. Mais je reste un joueur puissant. Et je vous redonne et je redonnerai souvent cette définition, on verra évidemment avec les vidéos YouTube, ce que c'est qu'un joueur puissant pour moi. C'est-à-dire que j'ai un excellent ratio distance obtenue, énergie dépensée. On va parler un peu plus technique. En gros, le chiffre technique qui se rapproche plus de cette définition, c'est le smash factor. Voilà, pour ceux qui savent ce que c'est déjà. Voilà, donc je suis quelqu'un qui a plutôt un bon smash factor et je pense que c'est primordial d'avoir un bon smash factor. Voilà Mariella, donc c'est vitesse ou précision d'impact en priorité. Il y a d'autres paramètres, mais il faut évidemment voir le pro. Moi, je peux pas comme ça te dire fais ci, fais ça. Je ne te vois pas swinger. Est-ce que j'ai fait le tour un petit peu de mes questions? Alors je vois, attendez, François qui dit j'arrive pas à trouver le live. Alors Sébastien, la puissance et l'énergie dépensée par seconde. Oui, Sébastien, il manque un petit paramètre dans ton truc. Si tu n'as pas la qualité d'impact et que tu crées que énormément, par exemple, de vitesse de club par seconde, eh ben, ton énergie risque d'être perdue. Hello David! T'arrives à tenir les trois petits? Je vais penser tout de suite un big up d'abord aux parents qui doivent gérer tous leurs enfants. Les trois petits que j'ai à l'école de golf, que j'ai eu au baby golf. Bonjour François, pardon, même pas. Oui, il faut que je vais passer peut-être 15 minutes à dire bonjour à tout le monde, si vous êtes vraiment nombreux. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc je voulais passer à
un grand coup de chapeau d'abord aux parents qui gèrent tous les enfants, notamment tous ceux qu'on avait à l'école de golf, au baby golf avec Julien, et une pensée vraiment émue à tous les profs en fait qui se cognent ça tout le reste de l'année. Voilà. Je pense qu'on est nombreux à se faire un peu cette réflexion en ce moment, mais on se rend compte qu'il y a des tas de métiers vraiment hyper utiles et vu que le confinement oblige à éliminer tous, bah, on va dire tous les métiers un peu moins importants dans ce genre de crise, hein, je dis pas que le reste c'est pas utile non plus, bah quand même je dirais il faudrait les payer plus cher tous ces profs, hein. Et moi je suis prof de golf, hein. Donc peut-être pareil. Eric, si tu es là. Alors William David qui me dit ça le rassure parce qu'il est souple comme une barre de fer. Bah pareil pour moi. Encore, je vais rebondir dessus, mais souvent il y a une confusion entre la souplesse et le relâchement. Quelqu'un qui s'estime pas souple du tout, en fait, souvent c'est parce qu'il n'est pas relâché, hein, qu'il n'est pas souple. Hein. Donc, on aura l'occasion, évidemment, de développer un petit peu plus ça. Finalement, le problème, c'était pas le prof. Ah oui, ça doit être des commentaires entre vous. N'oubliez pas, si vous avez une question à me poser, pour ceux qui sont déjà là en ligne, vous me taguez dans la question. Comme ça, je pourrais facilement la retrouver. Hello, Vémuligan. Ah, alors attends, paf, Harry Uri, il est là aussi, des anciens Droni, tout ça. Mais avec des anciens Droni, ils sont où les gens de Champigny, là, alors Eric, j'espère que tu passes live, mais il me semble que oui, sur le Facebook du Parc du Tremblay. Moi, je suis toujours d'accord si vous voulez partager. Hein. Il y en aura pour tout le monde. Ah, alors, une petite question comme ça de Thomas Renaudin. Je ne sais pas qui est Thomas Renaudin, mais on va prendre sa question. Vaut mieux être puissant ou précis quand on débute? D'abord, je dirais la priorité absolue, et accrochez-vous, c'est surtout d'être puissant. Parce que pour moi, tu ne peux être précis que quand tu es puissant. Et ça ne vient que dans cet ordre-là. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ces trucs. Ce qui compte, c'est la précision, pas la puissance. Bah non, il faut être puissant d'abord. Et je dirais que plus vite on attaque cet aspect puissance, plus vite c'est facile à obtenir, puisque c'est au bout du bout dans mon raisonnement qu'une question de relâchement. Donc tant que les joueurs démarrent, et peu importe l'âge, hein, qui sont pas encore hyper tendus à penser à tout, ben, je vais les persuader notamment de gagner en puissance par le relâchement. Et une fois que leur corps a compris ce système-là, il n'y a plus vraiment besoin de revenir dessus, et à ce moment-là, on s'applique sur le reste de la précision, et ça se gagne comme ça. Donc pour moi, vraiment, c'est pas logique, hein, c'est le golf, mais il faut d'abord être puissant. Tous mes élèves, c'est pour ça que j'axe beaucoup mes cours sur le bois, l'utilisation du bois, du driver, tout de suite gagner en puissance. Et une fois qu'ils ont cette puissance, ça vient très très vite en fait, la précision, la régularité. D'ailleurs, Olivier de Vidal, qui est un joueur très puissant, qui est un joueur puissant aussi, bah, vous l'avez vu sûrement dans la vidéo, hein, mais ce qui fait qu'il est précis, bah, c'est que bah, voilà, à 140 mètres, il peut taper son pitch. Voilà, et bah, quand la majorité des golfeurs à 140 mètres, là je dis des banalités, mais vont être avec un fer 7, un fer sec, avec un bois, enfin bref, vous n'avez pas votre pitch en main comme moi, bah, évidemment qu'il a une proba d'être plus précis que vous. Donc vous voyez, tout ça participe évidemment à la notion de précision. Voilà. Et ben gagne en puissance mon Thomas, et tu vas voir, la précision va venir vraiment avec. Et on essaiera de développer encore ça si vous en avez envie. Il faut maintenant que j'attaque, parce que j'ai 7 minutes de retard sur mon programme, où je dois développer le sujet du jour. On me dit qu'il y a un petit hibou derrière, la définition de la puissance. Alors David, je redonne la définition, quoi, quelqu'un peut-être peut le remettre. Envoyez-moi tout de suite une pluie de cœur à aller. Non, une pluie de waouh. Une pluie de waouh, je veux voir ça là. Alors la puissance, c'est la distance produite par un joueur comparée à l'énergie qu'il dépense. Voilà, c'est pas la définition de la puissance, c'est ma définition, celle que moi j'applique sur ce que j'appelle un joueur puissant. Encore un petit exemple pour que vous voyez bien. Quand vous regardez des gens taper au practice, c'est pas celui qui tape le plus loin qui sera le joueur le plus puissant pour moi. C'est le joueur qui vous donnera l'impression de simplicité. T'en as un qui tape et dit putain, ça a l'air facile le golf. Voilà, le joueur le plus puissant. Donc vous voyez un petit peu cette nuance à ce niveau-là. Ok. Allez, on va développer. Alors, je vous disais, le sujet a été choisi
par Pierre-Antoine, donc qui est le gérant de J-Swing à Chambly. Et je suis perdu dans mes fiches, je vais retrouver ça. Vous, je suppose que vous en souvenez. Ah, ok, alors la stratégie, entre parenthèses, la roulette. Je m'installe, je prends mon coca en main, c'est parti, on va essayer de tuer le temps sur la stratégie. Alors la stratégie, d'abord, c'est un des points où moi je peux intervenir, hein, donc technique, mentale, stratégie, méthodologie d'entraînement. On va être peut-être un peu plus autour du green. Et on va commencer par définir ensemble ce que j'appelle moi la stratégie, en tout cas ma définition de la stratégie. Être un fin stratège, pour moi, c'est faire les bons choix. Ça va rappeler sûrement des cours à mes élèves, j'arrête pas de les bassiner là-dessus. De toute façon, tant qu'ils sont mauvais en stratégie, je vois pas pourquoi je vais aller leur prendre la tête sur le reste. D'abord, la stratégie. Tout le monde peut être un fin stratège. C'est de l'analyse, un peu de réflexion et de la logique. Attention au golf, c'est toujours un peu illogique, mais vous allez voir, ça reste logique au bout du bout. Donc, un fin stratège, pour moi, c'est savoir faire les bons choix en toutes circonstances. On va prendre plutôt tout ce qui est autour du green, parce que évidemment la stratégie s'applique dès le drive jusqu'au putting, mais on va être plutôt sur ce qui est approche, et approche, tout de suite une petite définition. Approche, c'est quand vous estimez qu'en un coup vous pouvez vous mettre près du drapeau. Le reste, ça sera des attaques de green. Donc quand vous êtes comme ça en situation d'approche, donc où vous cherchez à être fin stratège, je dirais que quand vous faites vos choix, vous allez choisir votre coup, c'est le coup qu'on choisit en premier, quel coup je vais faire. Eh ben, un fin stratège, il doit absolument répondre à deux statistiques. La première, je pose ma fiche. Première statistique, quand il choisit son coup, il doit s'assurer de choisir le coup qui va dire qui lui donne le plus de chances de réussite, le meilleur taux de réussite. Voilà, donc il doit choisir le coup qui donne le meilleur taux de réussite. Et le deuxième paramètre, il doit choisir le coup qui donne le plus faible taux d'échec. Donc voilà sa mission. S'il choisit ce coup-là, qui correspond à ces deux stats, j'estime que c'est un fin stratège. On va aller un peu plus loin. Je vous dévoile peut-être des vidéos qu'on fera, mais vous allez voir, mis en scène, ça sera un peu différent. Une fois qu'on a ces deux paramètres, donc choisir le qui donne le meilleur taux de réussite et le plus faible taux d'échec, bah, quel est le coup qui correspond à ça? Ma définition du coup qui correspond à ça, c'est le coup le plus simple possible. C'est-à-dire que peu importe le chip ou la sortie de bunker ou machin que tu as à faire, plus tu choisiras le coup le plus facile possible, plus tu as de chances de réussir ton coup, puisque ton coup est facile, moins tu as de chances de le louper. Donc tu vois que choisir le coup le plus simple correspond immédiatement à ces deux statistiques que je viens de t'envoyer. Et reste donc à définir quel est le coup le plus simple. Et merci Pierre-Antoine d'ailleurs, qui le suggère déjà dans sa question, c'est le coup roulé, c'est-à-dire c'est le putter, le coup le plus simple d'un point de vue qualité d'impact, c'est le putter. Donc on va résumer ça maintenant. La stratégie, c'est dès que tu peux, tu sors le putter autour du green. On peut le résumer comme ça. C'est ce que feront tous les pros en priorité. Je vous invite d'ailleurs, parce qu'en ce moment sur Golf Plus, il y a des rediffs de vieux tournois. Eh ben, vous allez regarder les vieux tournois. J'en ai vu hier avec notamment Tiger Woods, je crois, en 2000, un US Open, un truc comme ça, où il y avait le mec qui finit avec 15 coups d'avance sur le deuxième. Il est à moins 15 ou je sais pas quoi, et les autres sont en positif. C'est un truc de fou. Et on voit là les choix stratégiques, c'est-à-dire que dès que le pro peut, il sort le putter. Mais évidemment, tout ça va te paraître un peu illogique, parce que si tu regardes un peu le golf à la télé, en fait, tout est fait pour forcer le pro à faire un coup levé. Parce que, et je le redirai jamais assez, c'est parce que vous regardez un spectacle, en fait, vous regardez pas qu'un tournoi de golf, c'est d'abord un spectacle golfique. Donc l'organisateur a pour mission de vendre du spectacle et de forcer les pros à faire des super lob shots, d'où les roughs hyper denses, des greens hyper rapides, des greens surélevés, des bunkers partout. C'est-à-dire que vous voyez, toute cette configuration va forcer le pro à sortir un joli coup, voilà, qui est donc à l'opposé d'un fin stratège qui va choisir un coup qui est moche. Voilà, choisissez des coups moches et vous verrez, vous jouerez mieux au golf. Un autre petit résumé comme ça que je balance. Et donc, comme le pro est obligé de faire ce genre de coup levé, derrière ça fout le bordel chez tous les padawans, parce qu'ils se disent un bon golfeur il fera un coup levé. En fait pas du tout. Pareil, moi au bout de 20 piges
J'ai 50 ans de golf en fait, hein, mais au bout de 20 ans, 25 ans de prise de tête dans le golf, je commence à accepter l'idée de faire rouler ma balle. Donc si on est comme ça dans de la pure stratégie autour du green, bah d'abord il faut que tu sois un chasseur de potes. Voilà la première règle. Et vous le verrez sûrement dans les matchs avec de Dove, mais en fait on n'est plus à essayer de réfléchir, c'est devenu instinctif chez nous de choisir ce genre de coup facile, bien que pendant longtemps... on me dit plein de fois, j'aurais fait le coup lobé qui plombe direct au drapeau. Alors c'est marrant parce que il n'y a aucun coup, je peux dire comme ça, je le maîtrise, mais évidemment que le coup, le lob shot, le flop shot, je le maîtrise 1000 fois mieux maintenant qu'il y a 20 ans, et bah, pourtant il y a 20 ans, je le tentais à chaque fois, et maintenant bah, je le tente vraiment que quand c'est nécessaire, et j'ai envie de dire, je cherche instinctivement, je l'esquive ce coup. Donc faites-moi plaisir mes padawans, si vous voulez me surprendre un jour quand on jouera ensemble, faites-moi un coup roulé, vous allez voir, je vais être surpris. Un coup levé, mais alors là, ça me touche pas, quoi. Et là, je risque de vous parler, de vous dire, mais sors-moi le putter. Tout de suite, à cogiter d'ailleurs, on va vous donner un tuyau pour vos prochains parcours. Euh, un tuyau d'auto-évaluation sur la stratégie. Vous pouvez peut-être même le faire sur les parcours que vous avez fait précédemment, les plus récents. Mais quand vous loupez votre coup, voilà, t'es bord de green, merde, j'ai loupé. Est-ce que tu te dis, bon bah j'ai gratté, j'ai topé, bon bah merde, c'est loupé, pas grave, ou il y a un moment comme ça dans ton esprit, une petite voix qui se réveille et qui dit merde, j'aurais pas dû jouer ça, tu vois. J'aurais dû jouer un autre coup. Parfois même, la voix est un peu plus oppressante, un peu plus forte et te dit putain mais pourquoi j'ai pas peuté quoi. Et ben chaque fois que tu as ce regret sur le coup que tu as choisi, bah, c'est que tu as des points de stratégie à gagner. Je te laisse calculer le nombre de points que tu as gagné. À mon avis, je mise là-dessus, petit padawan, tu as beaucoup plus de points à gagner avec une meilleure stratégie, en choisissant donc des coups plus simples, qu'avec une meilleure technique. Voilà, donc c'est pour ça, par exemple, que dans mes cours, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Quand je vais regarder mon joueur en situation d'approche, je vais le mettre dans différentes situations si c'est pas trop quoi bosser. Et la première chose que je regarde chez lui, c'est sa stratégie. Alors, bien sûr, je vois sa technique, ses positions, pourquoi il gratte, pourquoi il top, tout ça, évidemment, je le vois. Mais s'il a une stratégie de merde, bah évidemment, et qu'il va avoir encore plus de gratte et de top, donc je ne vais pas lui donner là de solutions techniques, parce qu'en fait, je fais un parallèle dans ma tête, c'est-à-dire que si on améliore sa technique, je dis au pif là, mais peut-être que c'est 7 à 8 coups de gagné sur un 18 trous. Je dis ça pour peut-être un index moyen, je vais dire, allez, un index moyen de 25, hein, je crois que c'est l'index moyen, 25 ou 30. Hein. Et s'il améliore sa stratégie, et là je vois, je dis, merde, c'est 15 coups de gagné, donc il n'y a pas de match. Donc oui, j'axerai d'abord sur la stratégie. Mes élèves le savent, c'est ce que j'appelle niveau 1 ou niveau 2. C'est-à-dire que d'office, tous les golfeurs que je vois, pour moi, ils sont niveau 1. C'est-à-dire qu'ils n'ont... Je vais peut-être être un peu costaud là, mais c'est pas grave, je balance fort. Mais c'est des quiches en stratégie. Et j'en ai fait partie pendant des années, hein, les quiches en stratégie. C'est-à-dire que j'ai cherché à jouer beau. Passer au niveau 2, et il y en a qui arrivent tout de suite, hein, au bout d'un mois ou deux de golf. Hein. Je ne dis pas qu'il faudra 20 ans non plus, hein, comme moi. Passer au niveau 2, c'est que mon élève m'a prouvé, parce que je l'ai vu sur le parcours, que ce soit en parcours coaché ou en situation d'approche où je l'installe, qui commence à choisir le coup le plus simple à chaque fois. Boum, je le passe en niveau 2. Hello Ben Ahmed, bienvenue à toi. Les gars de Torcy, enfin, on équilibre un petit peu. Il y avait presque trop de gars de Rony, mais il n'y a jamais assez de gens de partout, donc venez nombreux. Hein. Où j'en étais merde, voilà, j'ai perdu le fil. J'ai lu un petit commentaire. Explosion dans l'espace. Oui, j'en étais à... On est sur le thème, il nous reste combien de temps? Purée, j'empiète de partout, là. Il faudrait que je réponde un peu à vos questions, mais le thème m'inspire. On a choisi pour ça. Donc oui, non, faut vraiment chercher à faire un maximum de coups roulés. Soyez des chasseurs de potes. Peut-être que vous me remettrez sur la voie et je rajouterai demain. Si vous ne pouvez pas putter, oui, c'est un cas aussi qui va arriver, et ben faites-moi le coup le plus roulé possible. Donc je vais vous donner une autre mission aujourd'hui. Donc vous savez comment évaluer votre niveau de stratégie. Est-ce que vous regrettez vos choix ou pas? Donc vous saurez très vite.
Et deux, puisqu'on est confiné, donc on va vous donner un conseil confinement, mes petits padawans, conseil confinement, et ben quand vous regarderez du golf, et je regarderai un petit peu aussi si possible, je les ai vus en direct, la majorité des matchs, hein, mais ça me rappelle quelques souvenirs. D'abord, regardez les swings qu'ils ont, les anciens. Hein. Vous allez voir qu'à cette époque-là, en fait, on n'était pas encore tombé dans l'esthétique Tiger Woods. Hein. C'était alors évidemment tous les jeunes comme McIlroy qui sûrement ont regardé ça plus jeunes que moi encore. Tout de suite, ils ont imité le swing de Tiger Woods, mais vous allez voir qu'il y a des swings surprenants et des gars qui scoraient. Il y a des gaines bien marrantes aussi, qui me rappellent un peu mes casquettes. D'ailleurs, hop, t'as vu Thomas, j'ai trouvé une casquette. Vous aurez 2 casquettes maximum pour le moment, j'en ai pas retrouvé d'autres à proposer. Ça me fait partir dans tous les sens à chaque fois. Je reviens un peu sur le thème quand même de Pierre-Antoine, la stratégie. Voilà, donc si vous ne pouvez pas faire rouler, et on va se servir encore du golf que vous pouvez regarder en ce moment à la télé, regardez, mais le deuxième élément chez le pro, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est devant sa balle, il se dit, bon, est-ce que je peux putter si la réponse est oui, on ne discute pas, c'est le putter. Si la réponse est non, peu importe, mais il faut vraiment une vraie raison, et le pro va chercher à faire rouler sa balle le plus vite possible, le plus tôt possible. Donc vous verrez à la télé, mais les pros en fait font tomber leur balle quasiment tout le temps entre le début du green et 2 mètres de l'entrée du green. Ce qui engendre d'ailleurs dans la construction, dans la conception des golfs, puisque ça donne quand même un coup un peu plus roulé. Vous verrez, ce que j'appelle un coup roulé, c'est plus de roulement, plus de distance de roulement produite par la balle que de distance de vol. Donc dès qu'on a plus de distance de roulement, on rentre ça dans les coups roulés. En termes de ma définition, ou là je peux dire la définition d'un coup roulé, c'est pas que la mienne celle-là. Et donc vous allez voir que comme les greens sont très rapides, on voit quand même une balle bien se lever, mais au final elle va tomber entrée de green et donc faire plus de distance en roulant. Amusez-vous aussi, pour que ça soit moins monotone le golf, les rediffs. D'abord vous allez voir un peu les débuts de Tiger Woods et je trouve ça toujours excellent et ses tenues, on voit comment il a pris du volume musculaire, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça a fait marrer hier dans les commentateurs Jean-André Laforie, je crois, qui disait comment il va tenir avec son dos avec un swing comme ça, et on le voit maintenant que il avait raison déjà à l'époque, mais c'était sûrement une erreur de faire toute cette prépa physique, et je suis prêt à en parler, mais j'y crois pas beaucoup à la prépa physique. Hop, je balance une bombe comme ça là. Et amusez-vous donc à la télé à regarder ou à prédire leur zone d'impact. C'est-à-dire que pendant que le pro prépare son coup, vous dites, tiens, à mon avis, on peut la faire rouler à partir d'ici. C'est-à-dire entre l'entrée de green et les 2 mètres de l'entrée de green, et vous allez voir que c'est ce qu'ils vont faire dans la majorité des cas. S'ils ne peuvent pas le faire, et c'est comme ça que je disais, les nouveaux golfs vont être construits, c'est-à-dire qu'on va vous remettre une espèce de bosse en plein milieu du green, qui fait que le pro, en fait, ne pourra pas faire tomber sa balle, ou plutôt sur le green, il va être obligé de franchir cette espèce de bosse ou de plateau, et donc ça va le forcer à faire une balle avec un petit peu plus de portée. Donc, vous voyez comment le golf à la télé est conçu. J'ai peut-être pas le droit de balancer comme ça. C'est les ficelles en fait qui se cachent derrière, mais tout ça est fait vraiment pour que les pros lèvent la balle, et vous en tant que joueur amateur, et je parle vraiment à tout niveau, les pros c'est ce qu'ils appliquent, hein, chercher le coup le plus simple, donc tu peux pas sortir le putter, deuxième étape, à partir d'où je peux faire rouler ma balle, et c'est à partir de tout ça que viendra le choix de club. Il est 14h52 à ma montre, j'ai absolument pas respecter les timings annoncés, mais écoutez, je suis comme ça, je suis parti, je suis lancé. Tiger à St Andrews, oui, c'est pour ça que Tiger il a gagné, et la force de Tiger, effectivement, c'est que c'est un pro américain, et donc éduqué à ce qu'on appelle le target golf, c'est des balles qui sont très hautes, qui pitchent et qui font de l'effet rétro. En fait, c'est ce que vous avez envie de voir, hein, spectateur, padawan. Hein. Et donc, c'est des joueurs éduqués qu'à ça. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal, effectivement, à gagner le British Open, parce que là-bas, les golfs sont pas conçus pour faire ce genre de coup. C'est des golfs, il faut sortir ton bois 3 à 40 mètres du green pour faire un putt avec ton bois 3. Tiger Woods, c'est un des premiers vraiment... alors, les Américains ont pu le gagner parce qu'il n'y avait pas de vent, pas de machin, donc c'est pas les conditions réelles où se joue un British Open. Mais dès que les conditions sont vraiment en mode British Open, où ça roule énorme, il y a du vent et tout, tu peux pas lever ta balle, ça sert à rien, c'est là où les pros ricains ne comprenaient rien. Et Tiger Woods, c'est vraiment le premier, par sûrement sa culture golf,
à l'avoir accepté. Et quand tu es le meilleur au monde et que tu as 20, 22, 23, 25 piges et que tu acceptes ça, je trouve ça très très fort. Hein. Vraiment big up à Tiger Woods pour ça. Et vous verrez, il y a des vidéos. Je sais pas si à un moment j'arriverai à. C'est peut-être l'évolution, hein, quand on passera au live 2.0, peut-être c'est déjà un peu vieux 2.0, on va dire 10.0. Je pourrais aussi vous afficher un peu des écrans, quelques vidéos que je sélectionne depuis des années, où on voit quelques coups, peut-être commenter ces coups-là. Vous me dites si ça vous botte, hein, ce genre de truc, vous validez ou pas. Voilà, allez, je vais passer pour les... Ah merde, pour les 6 dernières minutes, un petit peu à voir les quelques questions que je vois passer. Clément, hello à toi Clément. Charles-Henri Dumont, donc il faut jouer comme les mamies. Ah, alors tant pis, hein, je vais pas pouvoir beaucoup rebondir. Alors oui, Charles-Henri Dumont, je vais faire une aparté. Il faut jouer comme les mamies, comme les papis, il faut jouer commercial au golf. Un haut niveau de stratégie, c'est ça, c'est jouer commercial. J'ai un avantage maintenant que je suis pro. Hein. Quand je te fais un putter, je dis vieux putter parce que ça me fait toujours marrer, c'est ce que pensent les gars autour de moi. Quand je sors le putter à 10 mètres de l'entrée du green, j'ai l'avantage en tant que pro, ils vont pas me dire ah tu joues comme une mamie ou un papy, ils vont pas me dire ah un commercial, ils vont juste dire donner souvent. Bon pas toujours mais voilà, donc tu vois, c'est-à-dire que mon statut de pro fait qu'ils ne vont rien me dire. Par contre, et moi je préviens mes élèves, hein, parce que je leur apprends tout de suite à être dans la stratégie, je leur dis, bah, ce qui devrait se passer quand tu vas jouer avec tes potes qui n'ont pas été formés forcément à la stratégie, mais beaucoup plus sur la technique, hein, comme ça, la stratégie ramène plus de coups que la technique, je pense, et ben, ils vont pas comprendre ton jeu. Ils vont estimer que tu n'as que de la chance, et à un moment donné, ils vont me dire, ah, commercial comme coup. C'est la définition pour les golfeurs de ce terme, hein, c'est vraiment... On comprend pas ce que t'as fait une merde, t'as eu un énorme coup de chance, elle a roulé jusqu'au bout, elle tape le drapeau et elle rentre. Et ben en fait c'est ça que j'appelle un haut niveau de stratégie. Donc j'espère que ça sera aussi une signature, hein, ou en tout cas quelque chose qui doit vous réconforter. Si un jour dans vos parties quelqu'un vous dit ça, ah, commercial ton coup, venez tout de suite me voir, racontez-moi, et ça va me faire plaisir parce que c'est que vous avez compris la stratégie. Et on dit un coup de papy ou de mamie, c'est parce que souvent les papis et mamies, on va dire, allez, s'ils ont 70 ans, ils ont commencé le golf à, on va dire, allez, parce que c'est comme ça à l'époque, à 50 ans, parce qu'ils arrivent à la retraite ou pas loin. Ben voilà, il leur a fallu 20 ans pour accepter ce genre de coup, c'est tout. C'est pour ça que tu verras beaucoup plus de vieux golfeurs faire ça. Et je vous le dis, hein, je serai beaucoup plus méfiant au trou moins d'un golfeur bord de, on va dire bord de green qui me sort un putter même du rough ou un petit coup de bois roulé. Là, je me dis attention, là, t'as un fin stratège que le gars qui prend tout de suite son 60 degrés et que je vois faire tentative de lob shot. Donc, vous voyez, c'est totalement illogique. Voilà, alors tiens, alors Sébastien Eballard, il est à Singapour en ce moment. Eh ben, bonjour de Singapour, incroyable, j'ai des padawans à Singapour. J'ai pu faire un peu de practice. Ici, pas encore de confinement, même si on reste prudent. J'ai fait des drives sentis, représenté Rina Golf, oui, à Singapour, et des drivers sentis, bien vu. Bon, j'en ai raté quelques-uns et réussi aussi. 200 mètres au carré, c'est à peu près pareil, avec ou senti. Si vous souhaitez que j'en fasse un thème un peu plus drive senti, pourquoi je vous prends la tête à chaque fois là-dessus, et ben écoutez, ça sera avec plaisir. Peut-être ça sera le thème de demain, on verra bien. Mais oui, il va falloir que j'arrive à le justifier et je me prépare depuis un long moment. Hein, ça fait un petit moment maintenant que je suis prof. Mais oui, mais déjà, premier avantage en plus de la signature. Donc imagine que tu en as un deuxième à Singapour qui te dit mais vous avez pris des cours avec Rina? Pouah, ça serait dingue. Le drive senti. D'abord, une première petite raison comme ça, bah, c'est un club comme un autre, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le jouer senti. Et tu viens de nous le prouver que c'est faisable. Et pour les longs coups, c'est vrai, pour les longs coups, les attaques de green, Steve Gracian, c'est la question que tu te poses. Je ne sais pas si c'est la stratégie ou pas. On va voir. Pourquoi? Alors attendez, question de Igor Opi Bougrenzieff. Pour toi, quel est le club le plus utile que tu vois dans beaucoup de sacs de tes élèves? Le plus inutile, le sandwich. Direct, non, le pire, je pense, et là je parlais plus déjà des golfeurs, parce que je pense souvent plus aux débutants, qui est vraiment mon cœur de métier, que bon, le 60 degrés, voilà, c'est celui-là.
Il vous donne envie de lever, enfin c'est une catastrophe. On pourrait évidemment déblatérer énorme aussi sur le 60 degrés. Mais oui, c'est le club voilà, que je conseillerais d'acheter en dernier dans un sac. Je suis vraiment sur les outils de base pour moi. C'est une demi-série plus un driver, terminé. T'as pas besoin de beaucoup plus. Alors évidemment, on n'oubliera pas le relève pitch et tout ça. Hein. Mais oui, c'est juste ces deux-là. Le sandwich, pourquoi je le trouve inutile? Parce qu'il t'incite qu'à faire des coups lobés. Souvent, il a même tendance à oblitérer, enfin le gars oublie la solution du coup roulé parce qu'il a son 60 degrés. Et je pense aussi, on va voir hein, si c'est un des thèmes que je vais choisir, mais au cas où, rappelez-le moi, mais c'est un des clubs sur un parcours qui enfonce le joueur dans l'état d'entraînement. Il devrait jouer au golf, et à ce moment-là, il ne joue pas au golf, il s'entraîne parce qu'il a un 60 dans le sac. Je sais pas, c'est très codé ce que je dis, je le redécode un petit peu. Quand tu as un 60 dans le sac et tu es au bord de green, bah, tu as envie de le jouer parce que tu as un club pour faire un joli coup lobé. Si tu l'as pas, peut-être que tu penseras un peu plus à jouer ton putter. Voilà, donc vraiment le 60, si je tombe sur vous en partie, planquez-le. Hein. Non, sortez-le, c'est pas grave, je manquerai pas de vous rappeler quand vous allez m'envoyer une topette ou une gratte que bah, il fallait putter, quoi, un petit coup roulé. On arrive bientôt à la fin, il est 15h, j'ai encore une fois réussi à tenir. Bizarrement, j'avais encore plus de pression aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez rideau fermé ou rideau ouvert, mais il paraît que rideau ouvert, ça me faisait un... J'essaie d'ouvrir un peu pour que vous voyez, ça me faisait un truc hyper brillant. Je vais relire tout ça, j'ai ma soirée. Purée, j'ai envie d'aller jouer les golfs à Singapour. Alors Sébastien, big up pour toi, mais si tu es à Singapour, là, il va falloir me jouer tous les golfs avant que ce soit confiné. Et il y a des golfs incroyables à mon avis là-bas. L'Asie, c'est un vrai pays de golfeurs. Vous voyez, Tiger Woods est aussi un petit peu asiatique. J'avais 2-3 mots à passer d'ailleurs. Hein. Donc, pour finir ça, les questions, vous pouvez continuer après parce que je vais rebalancer ça sur le Facebook et sur YouTube. Donc, vous pouvez remettre les questions que vous souhaitez me poser et vous me taguez dedans, vous mettez mon nom dedans pour que je les retrouve facilement. J'avais un message aussi à William David qui m'avait dit qu'il était abonné au PSG depuis 1990. Alors mon petit William, fallait pas me dire ça. Maintenant, je vais te filer une mission. Tu te débrouilles, mais tu vas me mettre tous les abonnés du parc. Maintenant que j'ai un padawan qui est à l'intérieur, peut-être que tu ne seras pas tout seul. Hein, et ben, tu vas tous me les mettre au golf. Je veux bien t'aider. Hein, on va les ramener par bus, là, pourquoi pas à Champigny. Eric, tu me dis si tu es d'accord. Puis on va essayer de les mettre au golf et ce sera incroyable qu'un jour au parc, il y ait un champ golf en plein match, enfin juste à l'entracte. Hein, vous gardez les champs pendant le match, mais ça me ferait bien marrer. Tout le monde joue au golf au parc. Bah écoutez, je vais vous faire plein de bisous à tous. Mon petit live est terminé. Il va falloir que je passe derrière pour fermer ça. Restez bien chez vous. Un big up à tous les profs qui gardent tous vos mi-gauches tout le reste de l'année. Je vais regarder les questions. Vraiment, je passe un bonjour à tous ceux que j'ai pas pu voir passer parce que j'essaie plutôt d'être concentré sur le live. Et j'ai toujours pas réussi à intégrer Thomas dans ce live pour qu'il me gère par exemple les questions. Bon, on va guetter ça. Et puis, restez chez vous, portez-vous bien. Cogitez golf. On a quelques missions à faire, à regarder du golf à la télé notamment. Et puis moi, je vous dis à demain. Ciao mes petits padawans, bise.